Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa Dumont. Après des études en sciences politiques et quelques années dans le privé, j'ai repris des études d'institutrice et ça fait maintenant presque 20 ans que j'enseigne. Je suis aussi formée en gestion mentale et en repérage et diagnostic et aménagement pour les enfants à besoins spécifiques. Je suis actuellement institutrice en 3e, 4e primaire au Collège Saint-Michel de Bruxelles. Alors, mon école est une grosse école, un peu plus de 500 élèves en primaire. C'est plus ou moins 4 classes par année, un peu plus de 500 élèves. L'indice socio-économique de mon école est assez bon, donc de ce côté-là, oui, ça va, mais on a une grande majorité d'enfants qui ne parlent pas le français à la maison. Donc ça, c'est vraiment jusqu'à 70-80% des élèves de l'école ne parlent pas le français à la maison. Actuellement, j'ai dans ma classe 24 élèves. Donc, dans mes statistiques à moi de ma classe, donc 70% ne parlent pas français à la maison. J'ai un élève dyslexique avec une suspicion de TDA, une élève multidys avec une forte dysphasie, donc ça c'est vraiment un trouble très, très compliqué à gérer en classe. Un élève en cours de diagnostic pour un trouble visuel. Un élève en rééducation avec pour une graphothérapie et une élève grecque dont le français évolue que très difficilement puisque l'alphabet n'est pas acquis. Et c'est un très bon challenge, plus 2-3 élèves un petit peu faibles. Donc voilà, l'indice socio-économique est bon, mais ça ne m'empêche pas d'avoir les difficultés que je viens de citer. Donc j'ai fait un petit peu... J'ai regardé avec mes collègues et c'est environ 1/5 des élèves qu'on estime en grande difficulté. Alors on est dans l'enseignement ordinaire, donc avec la pénurie d'enseignants que nous vivons actuellement, nous sommes très peu aidés en classe. Donc c'est très rare qu'il y ait quelqu'un avec moi. Donc la théorie est très belle, mais dans la réalité, c'est pas toujours évident. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour voir d'où je viens, quelle est ma réalité. Alors comment je suis arrivée à l'outil numérique, je pense que comme pour la plupart d'entre vous, c'est grâce à ma fille. Donc ma fille est dyslexique dysorthographique et la mise en place du PC m'a été fortement recommandée par l'APEDA via Madame de Streeck et une conférence qui m'a fort interpellée à l'APEDA où on m'a dit attention, enfants à besoins spécifiques, aide spécifique pour l'implémentation de l'ordinateur, parce qu'au départ, je m'étais dit, OK, on va la mettre sur ordinateur, je fais ça comme une grande, et pas du tout. Il y a des professionnels qui sont formés pour ça, des ergothérapeutes ou des logopèdes, dont c'est vraiment le métier, et qui facilitent grandement l'implémentation de l'ordinateur, mais il fallait que je l'entende, je l'ai entendu, et ça a été un grand déclic. Donc ma fille a été suivie par une ergothérapeute qui lui a appris à utiliser et mettre en œuvre son ordinateur. Cet aménagement lui a permis de poursuivre des études classiques, à devenir autonome. Elle termine aujourd'hui un 2e bac. Elle a fait un bac en e-business et un bac en communication et design digital. Donc c'est-à-dire que l'outil qu'on lui a mis dans les mains parce qu'elle était dyslexique, dysorthographique, est devenu sa force, puisque c'est devenu le bout de ses doigts. Elle maîtrise l'outil informatique comme personne. Et c'est devenu vraiment, c'est vraiment sa force. Le combat a été super long, super dur. J'ai porté un grand bâton de pèlerin à chaque étape, mais j'y suis arrivée. Donc il ne faut jamais lâcher. Mais moi, ici, je viens témoigner en tant que professeur. Donc en tant que professeur, vraiment, je me suis dit, si ça a aidé ma fille, ça doit aider les autres, les enfants dans ma classe. Il faut savoir qu'en primaire, on n'en a pas encore beaucoup qui arrivent avec l'outil informatique. Les parents sont souvent fort peu informés, ont peur, ils sont petits. Je pense qu'à chaque moment, même dès le plus jeune âge, on peut introduire l'outil informatique. Donc c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Donc moi, en 3e, 4e, on est l'année on doit beaucoup diagnostiquer les élèves. En 1e, 2e, ils sont petits, on doit voir l'évolution. On ne sait pas encore, on verra. En 3e, là, ça commence vraiment à bloquer. Et donc, en 3e année, on est un peu les professeurs diagnostiques. On envoie pour les différents diagnostics. Donc, c'est un travail assez conséquent.
ce qui explique ma spécialisation dans ce type de troubles, parce que pour pouvoir aider les enfants de ma classe, il a fallu que je me renseigne et que je me forme pour pouvoir les repérer. Donc voilà, ça a été mon trajet. Il y a un enfant qui m'a vraiment marquée, donc ça a été l'année passée, un enfant qui est arrivé dans ma classe qui venait d'une toute petite école communale, toute petite structure. Il est arrivé à Saint-Michel, grosse école, dite élitiste, multidis, avec une grosse dysgraphie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cet enfant vient faire ici? Parce qu'on n'a pas l'encadrement. Le niveau, c'est vrai, est plutôt élevé. L'enfant était en décrochage scolaire et c'était un petit peu la dernière chance des parents. Et je ne sais pas pourquoi, il a débarqué chez nous et avec grande chance dans ma classe. Ça n'allait pas du tout. La confiance en lui était vraiment très basse. C'était vraiment un enfant blessé à qui on avait dit à de nombreuses fois qu'il n'y arriverait pas. J'ai contacté l'école primaire précédente qui m'a dit « là, tu n'y arriveras jamais ». Je dis « ok ». Et on y est arrivé. Donc, à cet enfant-là, j'ai proposé, il était multidiagnostiqué, j'avais un diagnostic pour tout. Tout ce qui est dans les 10, il a fait tous les tests possibles et imaginables, il coche toutes les cases. Ça, j'avais jamais vu non plus. Avec une grosse dyspraxie. Et donc, j'ai vu de nombreuses fois les parents et j'ai proposé de mettre en place, avec mon aide et évidemment leur collaboration, l'introduction de l'outil informatique en classe. Là, après, c'est le choix des parents. Donc, les parents se sont portés sur le choix d'un iPad. Et il s'est fait aider par une ergothérapeute. L'apprentissage est assez lent. Ils sont petits, ça prend du temps. Donc là, je suis en 4e primaire. Et à partir de janvier, on a dit, OK, maintenant, on va commencer à faire rentrer l'iPad en classe. J'ai expliqué ça aux élèves. Il n'y a vraiment eu aucun souci. Il faut savoir que la plupart des enfants sont quand même très ouverts. Bon, évidemment, souvent, il a trop de chance. Il a fallu expliquer que ce n'était pas une chance, que c'était un outil, que ce n'était pas pour jouer, c'était pour pouvoir le laisser faire ça c'est pour pouvoir le laisser travailler comme les autres. Et donc, il a commencé, au début, il n'est pas du tout autonome. Donc, j'ai dit aux parents, il ne faut pas croire que ça va venir comme ça. Et il ne sera pas autonome dans ma classe. Il faut du temps. Mais si on veut pouvoir l'utiliser pour le CEB, ça se prépare. Et donc, le chemin est long. Autant commencer le plus tôt possible. Et il a commencé par faire son journal de classe, qu'il était incapable de faire en classe. Donc, c'était des petites tâches. Il a commencé à faire des expressions écrites. Il s'en est servi pour faire ses devoirs. Donc, j'ai accepté tout ce qui était, évidemment, copié de l'ordinateur pour ses devoirs. Il faisait aussi parfois des photos du tableau, parce qu'il faut savoir que ses troubles, ça le fatigue énormément. Et il y a des moments où il n'en peut plus. Donc, en fait, il fait des photos et c'est OK. Il a des photos du tableau et ça fait partie de ses notes. Aujourd'hui, il est en 5e primaire avec une collègue à qui j'ai donné le package. J'ai dit, je te préviens, c'est un challenge. Est-ce que tu veux le relever avec moi? Elle a été d'accord. Ça se passe super bien. L'enfant est super bien intégré. On revient de loin. C'est pas gagné. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a changé sa vie, je pense, et qui peut changer la vie de beaucoup d'enfants. Alors, par rapport à cette mise en place de l'outil informatique, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la collaboration avec les parents. Il faut rencontrer les parents régulièrement, parce que la mise en place de l'ordinateur, ça commence à la maison. Il faut faire le choix de l'outil. Est-ce qu'on prend un ordinateur classique? Est-ce qu'on prend une tablette? Quelle marque? Quoi? Il faut le financer. Et ça, le financement, c'est vraiment un gros problème parce que les enfants ne sont pas tous égaux. Alors, l'indice socio-économique de mon école est élevé, mais souvent, on a des enfants, justement, dont c'est l'exception, des enfants dont les parents n'ont pas les moyens et qui ont ce type de difficultés. Et puis, il faut le mettre en place à l'aide d'un professionnel qui soit ergothérapeute ou logopède. Donc, c'est un gros investissement financier. Par rapport à cet aspect financier, j'ai justement une collègue qui vient d'équiper son enfant. Je dis, tiens, tu viens de le faire maintenant, est-ce que tu peux me faire un petit topo? Elle a fait le choix de l'iPad, elle a mis quelques logiciels, elle a fait une petite formation de 4h30, donc l'enfant n'est pas du tout encore suivi par une ergo, donc encore loin de la maîtrise totale de l'ordinateur. Et actuellement, on n'en est qu'au début, on est à 1080,95 €.
Donc voilà, l'aspect financier, c'est pas rien. Il faut savoir que l'ergothérapie n'est pas remboursée par la mutuelle. J'ai eu la chance d'être en contact régulier avec son ergothérapeute qui était fantastique, qui venait à vélo et qui est venu donner ses cours d'ergothérapie en empiétant un petit peu sur mon cours et un petit peu sur la récréation. Et donc j'ai été souvent en contact avec elle, donc c'était super. Je dis, il y a ça qui cale, il y a ça qui ne va pas. Ça, il n'a pas compris. Donc vraiment, merci à cet ergothérapeute, parce que sans elle, je n'y serais jamais arrivée. Alors on parle d'aide, donc il y a la pénurie d'enseignants, donc j'ai rarement de l'aide. Il y a les pôles, oui. La réalité du pôle duquel je dépends, c'est 14 personnes pour 44 écoles. Donc un suivi pour suivre un enfant dans la mise en place de son ordinateur, on peut oublier. L'aide par quelqu'un du pôle, on peut oublier. Ils peuvent venir donner un petit conseil. Mais en tant qu'institutrice, en tout cas, il faut porter ça comme vrai projet personnel. Donc c'est important de s'outiller. Moi, je n'ai pas de formation spécifique. Tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce à mon expérience de maman, à mes lectures, à mes formations que j'ai prises sur mon temps personnel, parce que c'est devenu un petit peu un combat. Et moi, mon combat, il est presque fini, parce que ma fille, elle a presque fini ses études. Mais mon combat pour les autres, en tout cas, il n'est pas terminé. On l'a relevé plusieurs fois, j'ai pas d'ordinateur mis à disposition par l'école. Le pôle me dit donc, avec la tablette de la classe, est-ce que vous pourriez pas? Mais je dis, mais j'ai pas de tablette. Ou mais sinon, vous prenez l'ordinateur de la classe. Je n'en ai pas non plus. Donc j'ai pris mon petit bâton pèlerin, j'ai négocié. Donc normalement, on devrait avoir un Chromebook par classe. Hein. Après, il faut encore que tout soit mis en place. J'ai mis une longue liste de logiciels que j'aimerais qu'ils soient mis pour pouvoir aider chacun des enfants. Je suis la seule plus ou moins un petit peu formée, donc il va falloir que je contamine mes collègues. Aujourd'hui, j'ai 2 heures dans mon horaire pour pouvoir m'occuper de ces enfants à besoins spécifiques, donc j'ai quand même la chance de pouvoir rentrer dans la classe de mes collègues et de pouvoir aider par rapport à la mise en place des protocoles d'aménagement raisonnables. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant pour le faire avancer? Donc ça, c'est quelque chose. Au moins, j'ai ces 2 heures. Évidemment, les 2 heures ne suffisent pas, je fais beaucoup plus. Donc, voilà, je crois que c'est un outil vraiment fantastique. Maintenant, j'ai quelques préoccupations. Donc, c'est le manque de moyens, le manque d'encadrement, la discrimination financière, parce que vraiment, un enfant n'est pas un enfant dans ce cas-là. Alors, on nous dit qu'il y a des aides, mais bonne chance. Franchement, c'est vraiment compliqué. Et souvent, les parents qui ont besoin d'aide n'ont pas les capacités de mener ce combat. Donc, c'est les parents les plus fragiles, avec des enfants fragiles. Et donc, pour pouvoir les accompagner, c'est compliqué. Alors oui, on me dit il y a le PMS, mais le PMS, je ne vous raconte pas combien il a d'enfants à encadrer. C'est aussi pas évident. Et tout ce qui concerne l'évaluation. Alors nous, évidemment, en primaire, on est très ouverts. Et il y a le problème du CEB, avec ce qu'on a déjà soulevé. Donc voilà, je pense que l'outil informatique peut sauver, parce que je pense qu'on peut appeler ça sauver, plus d'un enfant. Maintenant, avec le développement, et on en parlera plus tard, le développement de l'intelligence artificielle, moi, ma fille m'a dit, au fait, maman, je suis presque plus dyslexique, c'est génial. Mais c'est vrai, on prend son texte, on dit, corrige-moi l'orthographe. Elle ne demande pas d'écrire son texte, elle demande juste de corriger l'orthographe. Mais aujourd'hui, elle s'est envoyée un mail sans faire de faute, même un WhatsApp sans faire de faute. Donc l'outil informatique est devenu vraiment un prolongement de sa personne, lui a donné une autonomie dingue. Et donc j'aimerais pouvoir certainement donner cette même chance aux enfants qui passent dans mon école. Et je pense que ça passe par les primaires. Il faut commencer à l'implémenter dans les primaires pour qu'ils puissent passer son CEB dans les meilleures conditions et le décrocher et donc pouvoir intégrer une école sans passer par le différencié. C'est vraiment un beau challenge. Et voilà, j'espère que les mentalités vont évoluer rapidement. Mais avec ce que j'entends, je crois que l'enseignement en humanité et l'enseignement supérieur évoluent vraiment dans le bon sens. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Voilà, je crois que vous êtes beaucoup à y croire, donc j'espère qu'on fera une super équipe pour continuer à avancer dans ce cadre-là. C'est voilà, mon expérience.
c'est ma petite goutte d'eau dans ce grand océan. Mais on est tous des petites gouttes d'eau, donc je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Et j'espère que ça va vous donner, en tout cas, le courage et l'envie de vous instruire et d'évoluer dans ce cadre-là. Mais en tout cas, ça peut changer la vie d'un enfant. Et ça, j'en suis certaine. Voilà. Deux petites remarques aussi. Parce que moi, j'aime bien faire des remarques quand j'écoute les personnes. On a ici l'exemple d'une maman enseignante. Et c'est le fait que cette maman est touchée elle-même dans ses tripes par une enfant différente, qu'elle peut-être est un peu plus consciente de le faire. Quand nous donnions des formations ensemble, l'excellente logopède d'Édouard et moi-même dans les écoles, nous avions toujours des enseignants réticents qui disaient c'est quoi ce truc, c'est encore quelque chose à la mode et tout, jusqu'au moment où, jusqu'à ce moment génial qui arrivait parfois un peu trop tard, où un prof disait ah mais moi ce que vous racontez madame, ce que vous racontez monsieur, c'est vrai parce que moi, mon fils, ma fille, etc. a vécu ceci, et racontait à ce moment-là tous les drames que ça avait engendré dans une vie familiale. Et donc ça c'est, merci de l'avoir rappelé. Et je vous dirais que c'est la même chose. J'interviens encore aussi en haute école avec des étudiants qui présentent des troubles 10. Quand ces étudiants en pédagogie, Régenda, Presco ou primaire, sortent de l'école malgré leurs troubles, je dirais, avec ces troubles, pour moi, ce sont les meilleurs enseignants parce qu'eux vont comprendre toutes les différences qu'il y a dans les classes, parce qu'on a beaucoup de différences. On l'a souligné tout à l'heure, 10% de nos élèves sont quand même atteints de ces troubles 10. Alors, cette magnifique enseignante a parlé des collaborations absolument indispensables entre l'école et les parents, et les pôles, et les logos, et les logothérapeutes, ergothérapeutes. Je trouve que c'est vraiment très important. Elle a également parlé du temps qu'il fallait laisser. Oui, un logiciel, un aménagement raisonnable, c'est pas une dragée de paracétamol qui fait qu'on a plus mal à la tête 2 jours après. Et enfin, néanmoins, pour Madame Van Besseler, que je vois sourire, je voudrais quand même rappeler, parce qu'il faut être clair, au niveau du CEB. Alors d'abord, j'ai toujours un petit énervement par rapport au CEB, qui est devenu maintenant le diplôme suprême, comme si on allait arriver en Polytechnique tout de suite après son CEB. Alors, il nous reste à peu près 3 semaines. Dans 3 semaines, vont fleurir les journaux, les petits bouquins pour s'entraîner. Il y a déjà les annonces sur Facebook pour dire aidez votre enfant à passer le CEB. Comme, voilà. Fut une époque où c'était, je dirais, un long fleuve tranquille. Mais enfin, voilà. Mais je veux dire que j'ai eu le plaisir d'être invité dans la cellule pilotage qui façonne ces magnifiques épreuves CE1D, CEB, CE16. Et depuis le début, évidemment, j'y allais essentiellement, en fait, comme défenseur des 10, parce que dans mon école, quand on recevait les V2, les versions adaptées, il y avait des erreurs grossières qu'avaient fait des personnes. Alors, l'erreur la plus grossière qui m'a vraiment démonté, je l'explique vite, c'était que tout d'un coup, il y avait les enfants qui avaient la version ordinaire, je dirais, avaient un cadre avec des centimètres carrés, et il fallait calculer l'aire d'une figure, d'accord? Et on avait évidemment aidé les enfants 10 en agrandissant le cadre. Et donc, ils avaient des carrés d'1,40 sur 1,40. Et donc, ils étaient nettement plus aidés, puisque les autres n'avaient qu'à calculer autant de centimètres carrés, une fois coupé en deux, mais ça allait quand même. Les autres, ils devaient faire 1,41 fois 1,41. Je passe les détails. Et donc, quand j'avais beaucoup hurlé sur cet élément-là,
On m'avait invité pour que je relise, en toute discrétion, parce que je devais jurer que je n'en parlerai nulle part, même sous la torture. On m'avait demandé de relire ça. Et depuis le début, Madame Absela, depuis le début, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc avec la calculatrice? Qu'est-ce que c'est que cette affaire par rapport au correcteur orthographique qui a un tout petit peu évolué, et puis, hop, on est retombé en arrière, soi-disant, sous la pression des enseignants qui ne supportaient pas ça. Alors, soi-disant, on fait un peu ce qu'on veut. Et ça, je veux dire, ça reste quand même quelque chose de très prégnant. Et les interventions tout à l'heure montraient bien qu'est-ce qu'une circulaire vient au-dessus d'un décret. La responsable du pilotage à l'époque me disait, écrivait même dans un PowerPoint que j'ai toujours, nous savons que nous ne sommes pas en ordre avec les réglementations. Nous savons. Alors maintenant, puisque nous sommes ici, entre pédagogues, entre teams du pilotage, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et là, beaucoup de gens étaient quand même un peu favorables à une évolution. Il y avait 2 personnes qui tenaient à la calculette et qui tenaient au non-correcteur orthographique comme à leur dernière dent. Et chaque fois, on n'avançait pas et chaque fois, on reçoit la circulaire avec ceci. Voilà. Et évidemment, l'outil informatique dès le primaire, ça, je pense que c'est fondamental. Ceci étant dit, je vais quand même remarquer une petite chose pour les enseignants, essentiellement, et pour les logopèdes aussi. L'enseignement est à peu près le seul milieu où l'informatique n'est pas encore vraiment implémentée. La ministre, tout à l'heure, me disait, oui, pour être garagiste, ceci, il y a quand même des... Je disais, oui, mais quand vous allez chez votre garagiste, en tout cas le mien, je viens avec ma voiture, il plug son affaire, il regarde sur son ordinateur. Ça va? Quand je vais commander demain mes pistolets, d'accord, du dimanche, la boulangère, elle a une machine qui est un ordinateur et qui me dit, ah, vous avez commandé tout ça, voilà, et tout ça est écrit, tout ce que j'ai commandé est écrit dessus, elle a son calcul, je lui donne un billet de 20 €, elle sait combien elle doit me rendre au centime près. Voilà. J'ai un peu beaucoup discuté. Il est temps maintenant, puisque vous êtes un peu perdu, d'arriver à se retrouver en géographie avec Madame Ekmans, qui est donc prof de géographie, enseignant de géographie, degré inférieur à l'Athénée royal de Nivelles. Voilà. Bonjour à tous. Alors, donc en effet, je m'appelle Wendy Ekmans. J'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis professeure de géographie. Je suis maman d'un enfant de 9 ans et demi, dyspraxique et TDAH. Et je suis également formatrice donc pour les enseignants. Mon parcours est un petit peu différent de ce que on peut côtoyer, dans le sens où j'ai fait plus de 12 ans en tant que secrétaire de direction dans un bureau comptable, avec des outils informatiques divers et variés. Et puis, sur un coup de tête ou une folie, je ne sais pas trop, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement et de reprendre des études à 30 ans passés, de retourner sur les bancs de l'école pour être professeur de géo et d'histoire. Alors, j'ai débarqué un peu dans ce monde d'enseignants en me disant c'est le monde des bisounours, ça va être génial, je vais pouvoir donner cours, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et je me suis retrouvée en fait face à pas mal de murs à franchir. Et ici, actuellement, je suis à l'Athénée royal de Nivelles. On compte un petit peu plus de 980 élèves. Je suis enseignante en première et deuxième année exclusivement, donc le degré inférieur. J'ai donc à peu près 12 classes pour un temps plein. Et au niveau chiffre, ça donne un petit peu plus de 230 élèves par semaine. Dans ces 230 élèves, j'ai une vingtaine d'enfants diagnostiqués multi-10. Et là, je ne parle que des élèves diagnostiqués, bien entendu, puisque vous le savez comme moi, il y en a encore plein d'autres qui n'ont pas, entre guillemets, cette fameuse petite étiquette. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien?
Alors, dans mon quotidien, je suis prof qui essaye de faire la différence. Donc, étant passionnée de numérique et formatrice à la base, j'ai fait énormément de formations par moi-même pour pouvoir proposer quelque chose de différent au niveau de mes élèves, tout en respectant le programme, bien entendu. On a la chance, ici, chez moi, à l'école, d'être dans un projet one-to-one, donc c'est-à-dire avec les élèves qui ont chacun un outil numérique. Donc, en termes d'inclusion, ça veut dire qu'il n'y a strictement aucune différence entre les élèves à besoins spécifiques et les élèves sans aménagement. Donc en termes d'inclusion, ils sont tous mis à égalité. Donc ils ne ressentent pas cette différence qui est vraiment un gros point, je pense, dans leur vie quotidienne. En termes de matière, de mon côté, j'essaye d'utiliser le numérique, donc c'est-à-dire qu'ils ont leurs cours directement sur la tablette. Et j'essaye de faire un maximum d'activités avec eux pour promouvoir cette inclusion de tous. Donc j'utilise énormément de logiciels d'annotation. Le plus célèbre, je pense que vous le connaissez, c'est tout ce qui est Notability, qui permet entre autres aux élèves d'avoir vraiment leur phare numérique. Et je m'adapte pour chaque élève, tout du moins j'essaye, au niveau des évaluations. J'ai entendu énormément de commentaires tout à l'heure par rapport aux évaluations, de savoir comment faire, quoi faire. C'est pas évident, encore plus j'aurais tendance à dire dans certaines branches, où c'était bien qu'en géographie, quand je travaille sur les cartes, c'est un petit peu compliqué en termes de cartographie et ou autre. Mais je peux assurer et rassurer énormément peut-être d'entre vous, à savoir qu'il existe chaque fois des solutions. Il existe des solutions en termes de formation, d'application, de méthodologie, de manœuvres à faire. Et le tout, c'est d'y mettre un petit peu de volonté. Ça demande du travail, mais une fois que c'est mis en place et une fois que c'est adapté, non seulement vous avez la satisfaction personnelle de pouvoir y arriver, mais vous avez aussi la joie, mais la satisfaction de l'élève de se dire « enfin quelqu'un qui m'écoute ». Enfin, quelqu'un qui essaye de faire cette différence. Et moi, mon but du jeu, c'est ça. Mon boulot, pour moi, c'est ça. Alors, clairement, étant enseignante, je pense que je ne vais pas sonner toutes les sonnettes d'alarme. Vous les connaissez, le manque de budget, le manque de considération, les moyens mis à disposition. Mais je pense que même avec les toutes petites choses au quotidien, il y a moyen de faire la différence, et c'est surtout là-dessus que je veux venir. Il y a des petites touches pour les élèves à besoins spécifiques. Parfois, c'est des toutes petites choses, hein, mais le fait de pouvoir agrandir les textes, le fait de proposer des activités différentes, je pense ici, entre autres, je l'avais noté tout à l'heure, à l'application BookWidget, qui permet de faire énormément de différenciation pour les élèves. Ce sont en fait une application qui permet de faire entre autres des évaluations avec des systèmes d'autocorrection pour les élèves. C'est un système qui me permet de faire des évaluations type pour les élèves dyslexiques, une évaluation type pour les élèves dyspraxiques, dyscalculiques. Et donc en fin de compte, il suffit juste que je distribue la bonne évaluation au bon élève, et cet élève peut travailler en totale autonomie. Il octroie du temps supplémentaire. Il peut interdire l'accès à certains sites pouvant poser problème. On en a parlé tout à l'heure. Donc il y a vraiment des modalités à configurer en tant que professeur. Et ça ne demande pas énormément de temps en termes de formation, puisque ce sont des applications qui sont parfois tellement fluides que même sans formation, il y a moyen par vous-même d'y arriver. Donc je souhaitais mettre l'accent là-dessus parce qu'on parle énormément d'évaluation et on en a énormément parlé tout à l'heure. Et je veux rassurer certains en disant que moi, en tant que professeur, j'y arrive, alors pourquoi pas vous? Voilà, tout simplement. Une deuxième maman d'élèves, d'enfants qui présentent un trouble, qui s'investit dans sa classe et qui est donc plus sensible déjà. Et un autre hasard, qui n'en est pas un, je pense, une deuxième enseignante qui ne vient pas de la filière habituelle des enseignants, qui a d'abord travaillé dans le privé,
où ces personnes, généralement, que ce soit en tant que secrétaire de direction ou que dans la finance, je veux dire dans la comptabilité, si je me souviens bien, ont été sensibilisés aussi à l'outil informatique. Et alors, ce qui a été dit aussi ici, fait penser à une chose. Il y a beaucoup, enfin, j'ai dans mes groupes beaucoup d'élèves qui présentent une 10 quelconque. Hein, grosse proportion. On l'a dit tout à l'heure, à peu près 10%. Alors la question maintenant qui vient à chaque fois, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange qui ne va pas dans le Nutri-Score pour que nos enfants deviennent de plus en plus 10? Alors, évidemment, pour faire une vraie étude vraiment scientifique, il faudrait aller déterrer tous nos défunts d'il y a 50 ans pour voir comment était leur cerveau, mais on ne va pas le faire. Mais force est de constater que notre enseignement est devenu un tout petit peu maintenant comme dans un rail, dans un couloir, parce que Madame la ministre, que vous avez vue tout à l'heure, que vous avez écouté même tout à l'heure, et qui parlait de sa petite collègue qui disait, enfin, qui écrivait ou disait fromage au lieu de fromage, s'il vous en souvient. Cette ministre vient d'une petite école des Ardennes près de Marchand-Famenne. Je ne suis pas son mari, mais quand même. Et dans cette petite école, il y avait des multiclasses. D'accord? Et donc là, l'enseignant, il n'était pas avec sa classe de 3e primaire, de 5e primaire ou de 2e en géo, il était avec des enfants qui étaient tous à des niveaux différents et il pratiquait naturellement la différenciation qui est évidemment un des moyens du systémique à mettre en place dans nos écoles. Voilà. Mais, parlerai-je trop fort, trop vite, nous allons maintenant écouter les représentants du pôle. Marie de Terroigne pour commencer. Très bien. Bonjour. Donc, je m'appelle Marie de Terroigne, je suis logopède. Je travaille pour le pôle PTARI qui est un des pôles du Brabant wallon. On est dans des écoles de maternelle et primaire. On travaille dans à peu près 75 écoles, je dirais environ, ce qui représente 18 000 élèves, heureusement pas 18 000 élèves en difficulté. Au niveau du numérique, donc on est une équipe de 23 personnes, mais pas tout à temps plein. On s'occupe de, cette année, 112 projets, c'est-à-dire qu'on accompagne les enfants dans leurs projets avec l'utilisation de l'outil numérique. Alors, je ne sais pas si je rentre dans les détails de comment ça se passe maintenant, ou peut-être après. Tu peux un peu rentrer dans les détails. Quelques mots. Donc, en gros, nous, ce sont donc nos écoles qui nous interpellent en disant qu'il y a un projet numérique qui va être mis en place pour un de leurs élèves et ils nous demandent d'accompagner cet élève. Donc, nous, on va se mettre en contact avec le paramédical. J'en vois ici dans la salle que j'ai souvent en ligne. Et on va voir quel est l'objectif de la mise en place de l'outil numérique et on va essayer de l'adapter par rapport à la réalité classe. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'élève pour voir où il en est dans ses connaissances et on va accompagner le prof dans l'organisation de la mise en place de cet outil, c'est-à-dire comment les informations peuvent arriver sur l'outil numérique. En très gros. C'est ce qu'on fait, donc ça veut dire qu'on va venir accompagner l'élève. Alors parfois on le prend en individuel, d'abord pour voir un petit peu ses connaissances, et puis après on l'accompagne vraiment dans la classe jusqu'à ce qu'il soit autonome. Voilà. Ça va pour les informations, on continuera par la suite. Oui, si tu veux, alors tu passes la parole tout de suite à ta collègue ou bien tu veux? Oui. Qui est ma collègue qui n'est pas dans mon pôle, mais effectivement qui a une autre réalité. Voilà, oui, parce pôle. qu'il n'y a pas que le pôle PTARI du Brabant wallon, Non. il y a d'autres pôles avec d'autres réalités. Et nous avons le plaisir d'accueillir ici Catherine Renaud, qui nous vient de la province du Luxembourg et qui est coordinatrice du pôle territorial WBE dans le Luxembourg. Voilà. Bonjour à tous. Donc, voilà, je viens du fin fond du Luxembourg, de Florenville, vraiment l'extrême sud.
Et c'est vrai que le pôle territorial du Luxembourg est un peu particulier puisque nous gérons toute la province de Luxembourg avec une dérogation sur la zone de Namur où nous avons aussi une 60aine d'établissements avec 300 intégrations. Nous sommes une 50aine de personnes. Moi, je suis arrivée comme coordonnatrice avec un parcours aussi je suis logopède de formation. J'ai travaillé comme enseignante aussi, professeure de français, 18 ans dans l'enseignement spécialisé, avec un projet 10 pratiques. Donc en fait, au début, moi je trouvais que l'outil informatique et l'iPad, c'était des outils totalement impersonnels. J'étais vraiment contre. Et j'ai un grand garçon maintenant de 22 ans qui est dyslexique, dysorthographique. Et je me bats pour les aménagements raisonnables depuis qu'il est rentré en école primaire. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était aménagement raisonnable. Et puis, avec ma carrière de professeur de français dans l'enseignement spécialisé secondaire, j'ai vu qu'il y avait un potentiel dans l'iPad, dans l'outil numérique. Et ce qui est très curieux, c'est que cet outil est devenu quelque chose, une baguette magique pour moi. Et donc, on a fait des projets au sein de notre école où on accompagnait des dizaines d'élèves par année dans des ateliers où on les formait à l'iPad, parce que dans l'enseignement spécialisé, il y a encore plus de précarité, plus de difficultés. En plus, généralement, quand les enfants sont dans l'enseignement spécialisé, ils n'ont plus le droit à avoir les remboursements à l'extérieur. Donc, du coup, on a mis en place des ateliers où c'est ma collègue et moi-même qui les formions. 6 mois, 3 mois, 1 an, en fonction des besoins et de la vitesse à laquelle les élèves s'appropriaient l'outil numérique. Et puis, on les emmenait vers les classes avec un outil prêté par l'école, parce qu'on avait gagné notamment avec l'école numérique des iPads en suffisance. Donc voilà, ça c'est mon début à moi avec l'outil numérique. Et puis je suis devenue coordonnatrice de pôle territorial. Et là, on a une force à WBE, c'est que en fait, on est 10 pôles territoriaux WBE, et on a essayé de réfléchir à quelque chose de commun, à une pratique commune par rapport à l'implémentation de cet outil. Nous l'avions déjà présenté au CET l'année dernière, si jamais des personnes étaient là à Namur en 2024. Donc en fait, effectivement, malheureusement, l'implémentation de l'outil numérique dépend aussi encore du diagnostic. Et donc, on a 3 cas de figure qui se présentent à nous. Les enfants qui n'ont pas de diagnostic, où il y a des suspicions. Et puis, il y a là où il y a un diagnostic et on nous demande notre aide. Et puis, il y a déjà les enfants qui sont implémentés. Mais il ne faut pas oublier que dans le parcours, quand on passe du fondamental au secondaire et au supérieur plus tard, on n'utilise pas les mêmes outils, on n'utilise pas de la même façon, et qu'il y a toujours un accompagnement qui doit se faire au niveau du soutien de l'enseignant par rapport à tout ça. Donc c'est un accompagnement qu'on va essayer, on va avoir une vision sur du long terme et pas sur du court terme. Ça c'est vraiment important pour réussir justement l'implémentation. Par expérience avec les collègues, quand on a discuté, au départ, ce qu'il s'est fait comme pratique, c'était parfois d'aller dans les écoles et de sortir les élèves, etc., de sortir l'élève pour apprendre 1 à 2 fois par semaine l'utilisation de l'outil. Et nous, on est arrivé à un consensus vraiment où cet outil numérique, il faut vraiment des partenariats. Il y a les parents, il y a les enseignants, mais il y a surtout les professionnels extérieurs. Parce que c'est un outil qui doit être quelque part automatisé. Parce que si ce n'est pas automatisé, ça va devenir un outil qui va encore amener plus de situations, de problématiques de double, de triple tâche. Donc, il faut vraiment que l'outil soit maîtrisé pour qu'on puisse l'implémenter en classe. Et quand cet outil est utilisé aussi en individuel avec une ergo, avec une logopède, etc. Il y a encore une différence à partir du moment où on va l'implémenter dans la classe. Et là, c'est le rôle du pôle territorial vraiment qu'on a pris, parce que nous, on ne fait pas de diagnostic, ça, c'est pas notre rôle. On ne choisit pas non plus le matériel adapté. Il y a des ASBL, il y a des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine. Et ça, notre rôle, nous, c'est plutôt d'orienter, d'accompagner les parents, l'école, en partenariat avec le CPMS, vers les structures qui sont adaptées. Et ce n'est pas qu'on se retire, parce qu'on les accompagne déjà, c'est la première chose.
on est informé et on sait qu'au moment donné où on aura le feu vert, le pôle va vraiment intervenir en soutien à l'enseignant. Donc ça, c'est quand il y a vraiment tout le début de l'implémentation de l'outil numérique. Parfois, l'enfant a déjà l'outil numérique en classe. Et ça, c'est compliqué parce que parfois, il faut faire marche arrière et revenir vers les parents en leur disant il faut aller vers un spécialiste extérieur. Et souvent, les enseignants qui sont de bonne composition parce qu'ils ont reçu un diagnostic d'un neuropédiatre qui dit qu'il faut mettre la tablette en place, et puis on le met comme ça sans avoir réfléchi à tout ce qu'il y avait en amont pour arriver en aval à un résultat. Et donc, on doit détricoter aussi parfois. Ça, c'est compliqué de le faire comprendre, mais c'est aussi notre rôle, de nouveau, réunion avec les parents, les enseignants, l'école, parce que le projet doit être réfléchi vraiment sur du long terme pour être performant. Et ça, c'est des situations qu'on a vécues vraiment où l'outil numérique qui n'est pas bien implémenté, les enfants qui l'ont utilisé à un certain moment l'abandonnent. Donc ça, il faut vraiment faire attention au parcours. Donc on fait vraiment le lien avec aussi le paramédical, comme ma collègue à côté. On reste en contact. On a établi aussi des outils, notamment quand on est en lien avec les collègues paramédicaux, on leur demande une petite attestation, dire « Ok, maintenant vous pouvez y aller ». C'est bon, on essaye le transfert en classe. Il y a une autonomie suffisante que pour le transférer avec les enseignants. J'ai la chance, et dans tous les pôles territoriaux WBE, nous avons la chance d'avoir des collègues qui sont formés et qui sont référents outils numériques et qui donc vont aller à la rencontre sur le terrain, dans les classes, et qui vont estimer aussi là, dans la classe, l'autonomie avec ce qu'on appelle une échelle d'autonomie de l'outil numérique, ce qui nous permet après de retourner vers les spécialistes extérieurs pour leur demander « Ah ben tiens, il y a encore un petit point d'achoppement là, est-ce que vous pourriez encore retravailler ça et ça avec l'élève, parce que c'est important dans la classe. » Et donc, on a vraiment un contact. Quand on voit que l'élève est en totale autonomie, on passe avec des contrats numériques qui sont adaptés fondamentales ou secondaires, parce qu'il est important effectivement de savoir qui fait quoi, à quel moment, comment on transfère les informations à l'élève. Ce qu'Édouard a dit tout à l'heure, la responsabilité de l'enfant qui a un outil numérique qui lui est proposé, etc., c'est quand même pas rien quand on est en primaire, quand on est en secondaire, il y a la question du vol. Parfois, les élèves n'ont pas d'outils numériques et les parents n'ont pas les moyens. Notre rôle aussi, nous, en tout cas dans les pôles WBE, c'est d'aller essayer de trouver des ASBL qui donnent des cours gratuitement. Il y en a parfois dans les provinces, ou aussi des personnes qui vont prêter l'outil numérique, le temps que les dossiers soient introduits, notamment à la VIC, phare, etc. Donc le temps qu'on puisse aider ces familles en situation précaire dont Madame parlait tout à l'heure, ça c'est vraiment aussi notre rôle à nous dans tout ça. Et puis, quand on a l'autonomie, quand on a réglé les petits soucis de qui fait quoi avec les contrats numériques, etc., eh bien, on va vraiment sur le terrain. Et là, c'est dans un laps de temps qui est déterminé. C'est-à-dire qu'on va d'abord, si l'élève est en totale autonomie, on va y aller peut-être une semaine ou deux, s'assurer que le transfert se fasse bien. Et si l'élève est vraiment à l'aise, on se retire. Par contre, si l'enseignant en a le besoin et l'élève en a le besoin, on va rester un petit peu plus longtemps, mais toujours dans une durée généralement de 8 semaines. Parce que si ça va un petit peu plus loin, c'est que l'élève n'est pas en autonomie. Et après, on revient. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va réévaluer les besoins. On revient régulièrement, on garde le contact avec les parents, avec les écoles, etc. Et on revient pour réévaluer les besoins. Et notamment, comme on le disait tout à l'heure, quand un élève passe du fondamental au secondaire, et quand on est dans le DI et qu'on passe dans le DS, les outils ne sont pas les mêmes. Et encore, quand on va dans le technique, où il y a parfois des outils où il faut du dessin, etc., ce n'est pas encore la même chose. Donc tout ça, on essaye de garder vraiment, d'avoir une vision sur du long terme, parce que c'est vraiment ça qui fera que la réussite aussi de l'outil numérique sera efficiente, à notre sens. Oui, donc voilà.
je sais pas, il marche. Il faut se rapprocher. Oui, voilà. Donc voilà. En fait, comment on procède pour cette échelle d'autonomie? Donc systématiquement, nous, on essaye vraiment de la passer quand on est appelé par les écoles ou les parents, quand on nous dit que l'élève est déjà implémenté aussi, parce que ça vaut la peine de refaire un petit check-up. Parce qu'il y a des enfants qui ont l'outil sans être passés par un protocole aménagement raisonnable, et donc tout ça fait partie aussi du protocole AR quand on l'établit. Donc voilà. Donc ici, on a relevé aussi tout ce qui était les applications de base qu'on utilise le plus fréquemment. Ici, c'est une échelle qui est dédiée à l'iPad, mais on a aussi l'échelle qui est dédiée à l'ordinateur. On a une échelle pour le fondamental, mais aussi pour le secondaire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les applications ne sont pas forcément les mêmes, même s'il y en a qui restent de base identiques. Donc voilà, par exemple, on a ici simplement déverrouiller, allumer, éteindre, etc., charger. Tout ça, ça doit être des petites compétences de base, mais effectivement, on doit être en autonomie pour pouvoir utiliser l'outil, et ça fait partie d'un apprentissage. C'est pas parce qu'on a une tablette qu'on sait comment s'en servir. Donc ça fait partie de l'apprentissage aussi. Tout ce qui est transfert, parce que là aussi, il y a des petites choses que l'élève doit pouvoir maîtriser, notamment si on prend dans le secondaire. Mais il y a parfois des enseignants qui disent moi, ok, ça va, je veux bien une clé USB, mais d'autres qui disent moi, je vais te transférer le tout par mail. Et donc, si on ne sait pas que quand on reçoit un mail, on sait directement aller classer dans Notability par une simple manipulation dans le bon classeur au bon endroit, mais qu'on réceptionne et qu'on doit ensuite tout reclasser, c'est une perte de temps. Donc, on vise vraiment à l'efficience de l'utilisation de l'outil. Donc, vous voyez ici, les collègues ont vraiment réfléchi aussi modification des PDF. Et quand tout n'est pas acquis, c'est pas pour ça que le feu vert n'est pas donné. C'est comme ça qu'on voit ce qu'il faut encore retravailler avec le paramédical, etc. C'est ça qui est intéressant dans les outils qui ont été créés par les collègues. Vous voyez, il y a ici l'utilisation des aides selon les troubles, synthèse vocale, dictée vocale, correcteur, etc. Mettre le correcteur aide orthographique. Parce que là aussi, parfois, quand en évaluation, on ne le veut pas, il faut pouvoir le réactiver pour d'autres choses. Donc c'est important, ce sont toutes des petites manipulations. On a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre l'élève en difficulté s'il n'est pas en autonomie avec l'outil pour arriver à des triples tâches. Puisque l'objectif, c'est vraiment de pallier les difficultés et de donner des outils qui permettent de faire la même chose que les autres au même moment. Donc c'est important, toutes ces petites manipulations. L'utilisation du clavier aussi. Donc ça, c'est un exemple de l'échelle numérique. Voilà, on explique pourquoi aussi on a mis en place le contrat d'utilisation d'un iPad en classe en primaire. Et là, je rejoins tout à fait, ça c'est un avis personnel, mais je pense qu'on est beaucoup à le partager. Plus l'outil numérique sera mis en place au bon moment, 3e, 4e primaire, souvent, là où vraiment on voit qu'il y a le décalage qui se creuse, plus ça sera pertinent. Parce que trop souvent, on voit des outils numériques qui sont mis à l'arrache. En 6e primaire, on nous appelle pour mettre un outil pour le CEB. C'est ridicule. Il faut vraiment réfléchir. Quand l'écart se creuse, ce qu'on entend, c'est « oui, mais il s'en sort pour l'instant ». Oui, mais non. À un moment donné, l'écart va se creuser. Donc, il faut déjà réfléchir vraiment. Et je rejoins madame, c'est souvent en 3e et 4e qu'on s'aperçoit que l'écart se creuse fortement. Donc voilà, on explique pourquoi l'outil a été créé. Et donc, tout ce que les points reprennent. L'identification des différents acteurs, les souhaits de l'élève. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est un outil, mais qu'il faut que l'élève se l'approprie et l'accepte aussi. Édouard parlait tout à l'heure de la différence. Ah oui, on a certains élèves qui ne veulent pas l'utiliser parce que justement, il y a cette fameuse stigmatisation. Et ça, c'est dommage, mais c'est encore une réalité que l'on a. C'est cette fameuse stigmatisation. Oui, moi, je ne vais pas l'utiliser parce que les autres, ils disent que j'ai trop de la chance. Oui, mais moi, je suis différent. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose d'important. Ce que l'élève souhaite. Les engagements de l'école. Parce que, oui, on n'implémente pas à l'arrache, il faut voir les moyens. Madame parlait tout à l'heure des difficultés du Wi-Fi, etc. Ce sont des réalités de terrain. Les engagements des enseignants, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des enseignants qui sont très bien formés, il y en a d'autres qui ont plus de mal, il y en a qui ont plus de résistance par rapport à l'outil numérique, qui sont plus méfiants.
Donc ça, c'est une réalité aussi. Donc tout ça, ça doit être clairement énoncé. Les engagements du parent, des responsables de l'élève, puisque si on n'a pas leur partenariat, on l'a dit, on l'a répété, je pense, plusieurs fois, on n'arrivera pas à implémenter l'outil parce qu'il y a un travail aussi à la maison à faire. Il n'y a pas que le paramédical, il y a aussi un petit travail peut-être de frappe au clavier, etc., qui doit être quelque chose de répétitif. Donc il faut aussi que les parents adhèrent. Et parfois, ce qu'on entend, j'ai entendu avec des élèves dyspraxiques, c'est mais oui, mais si il utilise l'outil numérique, il ne saura plus rien faire de ses mains. Non, c'est pas vrai. Donc il faut parfois aussi convaincre les parents que c'est un outil qui est important et donc l'engagement qu'ils vont mettre aussi dans l'implémentation de l'outil. Et les engagements de l'élève, là on n'est pas dans les souhaits, mais c'est-à-dire que par rapport à la crainte de la perte, du vol, etc., l'endroit où on va mettre l'outil pendant la récréation, comment il est transporté, est-ce qu'il reste à l'école, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça qu'on réfléchit par rapport à ça, parce que parfois il y a 2 outils numériques, ça c'est dans vraiment la chance, hein, quand on peut avoir un à la maison et un à l'école, c'est rare, ça arrive, mais bon voilà. Donc, et afin que ce contrat puisse déboucher sur la rédaction d'un protocole d'aménagement raisonnable, un document officiel reprenant le diagnostic de l'élève doit être communiqué à l'établissement scolaire. Alors tout à l'heure, quand il y a eu une intervention, on disait, nous on aimerait tellement se passer du diagnostic, on aimerait tellement arriver à l'inclusion réelle, sauf que dans la réalité des faits, il faut un bilan diagnostique, donc neuropédiatre, etc. Et voilà, ça on le respécifie parce que parfois on implémente l'élève avec un outil numérique et puis on nous appelle en catastrophe en nous disant, ben voilà, on a un élève qui va passer le CEB, mais on n'a pas de diagnostic. Donc là aussi, c'est un petit peu compliqué. Donc rappelez aussi que malheureusement, on en est encore au diagnostic et donc c'est bien dommage, mais c'est important pour qu'on soit dans la légalité. Donc voilà, on a l'identification des élèves, des parents, les écoles, l'établissement scolaire, le pôle. Voilà, c'est repris, je vais passer un petit peu plus loin. On essaye toujours aussi d'inclure le CPMS, qui est pour nous un partenaire privilégié, parce qu'ils ont des informations, etc. Donc c'est important de l'avoir en coopération. Voilà. Le souhait de l'élève. Parce que parfois, on dit à l'élève, ah ben, tu l'utiliseras pour tous. Je l'ai déjà entendu dans des écoles. Oui, mais il devrait l'utiliser dans tous les cours. Non, pas forcément. Il y a des choix qui peuvent se faire et puis on peut y aller aussi tout doucement. Donc voilà, ça c'est ce que l'élève souhaiterait. Donc on a fait un relevé. C'est un travail qui a été fait sur le terrain en fonction de ce qu'on a rencontré. Donc ici, c'est du primaire. Ensuite, voilà... le journal de classe, est-ce qu'on le veut en version numérique, en version papier? Partie 3, l'engagement de l'établissement. Voilà. Parfois, il y a des écoles qui fournissent l'iPad. Donc ça, c'est quand il y a des projets numériques dans les écoles, il y a l'one-to-one. Ça, c'est plutôt pour tout ce qui est Android, etc. ou ordinateur. Mais il y a aussi des écoles qui ont fait le choix d'investir dans des iPads. Et donc, est-ce qu'il y a sous forme de prêt, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important de le noter. Voilà, est-ce qu'il y a une coque qui a été mise à disposition, etc. Les engagements organisationnels, comme on le disait tout à l'heure, l'engagement de formation. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Donc ça, c'est ce que l'élève doit pouvoir faire. Et ça, c'est notamment quand on implémente l'iPad qui a une autonomie suffisante, par exemple dans Notability, et puis on voit que GeometryPad ou GeoGebra va devoir être inclus, et bien de nouveau on refait un petit contrat où les parents s'engagent à retourner vers les paramédicaux pour avoir la formation. Parce que c'est important que les parents sachent que ça évoluera à tout moment. Les engagements des enseignants. Comme ça, on sait exactement qui fait quoi. Alors dans le primaire, c'est plus facile, généralement. Il y en a quelques-uns. Dans le secondaire, on a pris par matière. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment distinguer, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la même utilisation. Les engagements organisationnels, il faut penser à l'iPad, à la prise, parce que les iPads, parfois, ils ont 2 ans et il faut une prise, etc. Il y a tout ce qui est aussi les clés USB, il faut vraiment penser à toutes sortes de choses. Et ici, tout est clairement explicité et écrit dans un contrat numérique.
Voilà, je pense que voilà, les parents, l'engagement des parents, on essaye aussi de mettre plus ou moins, d'avoir une idée, de mettre les prix pour les parents, qu'ils aient quand même une idée aussi, parce que c'est quand même important, on le disait tout à l'heure, on arrive vite à des milliers d'euros pour l'iPad. Donc voilà. On met aussi déjà des petites applications qui peuvent être recommandées. Évidemment, il y a autres, parce que si les professionnels nous recommandent d'autres, ben, on va les noter. Tout ce qui est engagement, le contrôle parental, le fait que ce soit aussi lié, que c'est un outil et pas un jeu, parce que ça c'est important aussi. Voilà, l'engagement de formation, il maîtrise son outil, il s'engage à utiliser les applications suivantes, etc. Donc voilà, l'engagement de l'élève, là c'est l'élève qui va signer. Donc il y a différentes parties, vous avez l'impression que c'est redondant, mais en fait il y a une partie pour chaque acteur en fait. Et c'est ça qui est important. Il y a un engagement de chaque personne qui va intervenir. Et donc, tout à l'heure, ce que je voudrais revenir aussi, c'est qu'on ne donne pas non plus la formation à l'enseignant, mais par contre, si l'enseignant rencontre des difficultés, admettons, il a fait la formation notability, etc., et puis il rencontre des petites difficultés au sein de la classe, ben, notre rôle en tant que pôle territorial, c'est aussi de soutenir l'enseignant par rapport à ça. Donc, on va ponctuellement, sur des heures de fourche, ça peut être aussi sur le travail collaboratif, etc., accompagner l'enseignant pour résoudre des petits couacs. Mais c'est vrai que, comme le disait Madame tout à l'heure, c'est un investissement personnel de l'enseignant aussi, parce qu'il faut faire des formations à l'extérieur. Alors, je vois qu'on travaille à peu près aussi de la même manière, hein, vraiment dans cette collaboration entre l'école, le parent, le PMS et le pôle. Peut-être que ce qu'on n'a pas évoqué, ce sont les différents profils d'élèves aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des dyslexiques, mais en fait l'outil numérique est vraiment pour un nombre de profils d'élèves plus large. Je pense notamment au TDAH, aux enfants avec un syndrome. Cette année, on a un défi avec un enfant qui a une maladie dégénérative au niveau visuel. Et donc, du coup, là aussi, l'outil numérique est vraiment utile. Et je perds mes idées. Non, et ce qui est important aussi à dire, c'est que ce n'est pas un projet on-off. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant est sur projet numérique que du coup, du jour au lendemain, il va tout faire avec son outil. Et c'est important d'arriver progressivement à l'amener. Et ça, c'est vraiment cette collaboration avec l'école et les parents et les paramédicaux qu'on arrive à le faire. Voilà. Merci beaucoup.